Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 19 janvier 2026 et notre cher ami Larry Johnson est avec nous. Bon retour parmi nous, Larry. Je ne suis pas sûr de vouloir faire ça. Je veux dire, si tu ne portes pas la bonne chemise, je pourrais bien démissionner par protestation. Autant rejoindre les manifestants directement dans ton bureau. J'aime entendre ton rire, de toute façon. D'accord. Larry, je pense que tout le monde veut savoir ce qui s'est passé pendant l'escalade entre l'Iran et les États-Unis. Toi et moi en parlions. Tu m'avais dit qu'une attaque était imminente. Et je t'avais répondu que dans ces derniers instants, nous étions convaincus que les États-Unis allaient attaquer l'Iran. Alors, que s'est-il passé, selon toi? Comment vois-tu les choses? Quelle est ta compréhension de ces derniers moments avant l'attaque? Pourquoi ont-ils décidé de ne pas aller jusqu'au bout? Oui, eh bien, nous devons revenir sur la chronologie. Et encore une fois, je ne l'ai pas vu venir au départ. Je ne veux pas faire semblant de dire « Oh oui, je le savais dès le début ». Non, non, non. Mais en regardant les événements se dérouler et en voyant comment la campagne d'information, la propagande, a été lancée à une échelle immense, vraiment immense, et en examinant le groupe qui diffusait ces informations, c'était en fait une organisation de façade pour les Moudjahidines du peuple et l'OMPI. C'est là que j'ai compris qu'il s'agissait d'une vaste opération de renseignement. Ensuite est venue la découverte des terminaux Starlink, parce que tu sais, toi et moi avons parlé, voyons, il y a un jeudi, donc il y a environ 10 jours. Et c'est à ce moment-là que nous recevions des rapports indiquant que l'Internet avait été coupé. Et je m'en vais, je viens juste de parler à Nima, et puis j'ai remarqué que tu avais parlé à Richard Wolff et Michael Hudson environ 4 heures plus tard, donc Internet fonctionnait encore. Mais à un moment donné, le gouvernement l'a effectivement coupé. Et ce n'est qu'après cela, quand on a vu ces terminaux Starlink, tu sais, je ne sais pas d'où ils les ont sortis, mais je te garantis qu'il y en avait déjà beaucoup d'autres distribués dans tout le pays. C'était donc une opération de renseignement massive, vraiment massive. Avec le recul, la CIA et le Mossad, je le crois, même si je n'ai pas de documents pour le prouver, et peut-être aussi les Britanniques, ont lancé l'attaque économique le 28 décembre, lorsque la monnaie s'est effondrée. Je pense que le calcul était le suivant. Très bien. Nous allons faire s'effondrer la monnaie. Cela va mettre en rage la classe marchande. Nous les ferons descendre dans la rue. Ensuite, grâce à un effort coordonné, en communiquant avec des groupes dissidents déjà présents en Iran, Kurdes, MEK, PMOI, Baloutch, éléments du Baloutchistan et d'autres, je suis sûr que certains groupes azéris étaient impliqués, et peut-être des Arméniens. Ils savaient qu'en provoquant cette crise économique, ils obtiendraient des manifestations et qu'ils pourraient ensuite infiltrer ces foules et commencer à recourir à la violence. Ils voulaient utiliser le préjudice économique pour faire sortir les gens, puis s'en servir comme justification du récit selon lequel le peuple se soulevait pour renverser les mollahs et le gouvernement. Ce que l'Occident n'a pas compris, c'est qu'être en colère contre Pozeskian, parce qu'il était un président médiocre, n'était pas la même chose qu'être en colère contre l'ayatollah. Et lorsque cela a tourné à la violence, ce n'était pas quelque chose de spontané. Ce que j'entends par spontané, c'était tellement furieux, tellement enragé que l'on saisit une arme à feu chez soi, qu'on sort dans la rue et qu'on commence à tirer sur des responsables du gouvernement. Non, non. Ces gens avaient été infiltrés. Ils avaient été placés là à l'avance, avec les systèmes de communication, les moyens d'envoyer des informations, d'en recevoir et de se coordonner à travers le pays.
get information in and communicate and coordinate across the country. And I think the plan was that we're going to destabilize. Et je pense que le plan était de déstabiliser l'Iran, au point que lorsque nous lancerions notre frappe militaire, cela renverserait le gouvernement. Cela les forcerait à s'effondrer et à fuir. Et dans cette optique, les États-Unis diffusaient de la propagande. Oh oui, l'ayatollah est prêt à fuir à Moscou, tout comme Bachar el-Assad. Vous savez, c'était ça le plan. Eh bien, le plan a commencé à s'effondrer dans la nuit de jeudi à vendredi heure locale. C'est à ce moment-là que le gouvernement a coupé Internet. Je ne sais pas dans quelle mesure les services de renseignement chinois et russes apportaient leur aide, mais ils le faisaient certainement. Et le système de guerre électronique a essentiellement mis Starlink hors service. Du coup, ces groupes et individus qui fomentaient la violence se sont retrouvés coupés et isolés. Et ensuite, ils ont pu commencer à les localiser. Certains ont été tués et d'autres rassemblés. Donc face à cela, parce que, vous savez, on avait promis à Trump, « Oh oui, ça va créer un tel désordre, et si nous les frappons militairement, ils s'effondreront », il était clair qu'il ne le pouvait pas. Vous savez, il a été rapporté, bien que je ne sache pas si c'est vrai, qu'il aurait dit « Vous ne pouvez pas me garantir que nous n'allons pas le faire », et ils ont annulé. Ça aurait été un vrai pari. Je veux dire, même si tout avait été en place, même si les terminaux Starlink fonctionnaient encore, l'attaque n'aurait probablement pas réussi et aurait pu dégénérer en une guerre mondiale, à mon avis. Larry, je suis arrivé ici le 25 décembre, et tu te souviens que c'était un jeudi. Le vendredi matin, nous avons eu une discussion, juste toi, moi et le colonel Wilkerson. Tu t'en souviens? Oui, oui. Ça ne se passait pas. J'avais rien vu se passer. Mais avec le temps, on a commencé à voir les manifestations. Petit à petit, elles augmentaient. Et puis quelque chose s'est produit. Les manifestations étaient pacifiques au début. Puis, ils ont essayé de manipuler tout depuis une Harriston. Oui, oui. Tu pouvais littéralement voir comment ils l'avaient manipulé. Ils ont transformé les manifestations en émeutes. Et à un moment donné, ils ont commencé à tirer à la fois sur les manifestants et sur les forces de sécurité. C'était incroyable, Larry. Il fallait être ici pour voir ce qui se passait. Le bombardement médiatique, les fausses informations, tout était faux. Ils attaquaient la société de tous les côtés avec ce genre de propagande. Et à l'intérieur, ils disaient que le gouvernement était derrière les émeutes. J'étais là depuis le tout début des manifestations. Puis comme tu l'as mentionné, quand Internet a été coupé, ça a été le moment final. Et on pouvait voir l'ingérence étrangère ici en Iran, car Internet était essentiellement le principal lien entre les personnes qui manipulaient les choses. Beaucoup d'armes arrivaient, je ne sais pas si tu as vu ça, certaines venaient de Turquie, même des armes turques. Les forces de sécurité ont trouvé ces armes turques. De nombreuses armes venues de l'extérieur sont entrées en Iran. Starlink a joué un rôle majeur dans toute la situation, du début à la fin. J'ai été tellement choqué qu'ils puissent couper Starlink, car c'était un énorme problème de sécurité. C'était incroyable. Il faut être ici, Larry. Je n'ai jamais rien vu de tel. Le niveau de guerre de l'information, de propagande, de fausses nouvelles, c'était inimaginable. Oui, laissez-moi clarifier. Que voulez-vous dire quand vous dites que vous n'avez jamais vu un tel niveau de propagande ou un tel volume d'informations? Pouvez-vous expliquer ce que vous voulez dire? Tu sais, chaque jour, ils diffusaient de fausses informations,
disant que tout le monde se faisait massacrer dans les grandes villes et que ces gens étaient pour la plupart armés par la police ou le gouvernement. Mais en réalité, les gens restaient simplement chez eux à regarder. Par exemple, l'une des principales machines de propagande, tu n'imaginerais pas à quel point une seule chaîne peut être puissante ici en Iran, s'appelle Iran International. Tout tournait autour de ça. J'avais l'impression que tout le monde regardait cette chaîne. Partout où j'allais, je la voyais. On aurait dit que quelqu'un du Mossad était assis là à écrire tout pour cette chaîne, inventant de fausses nouvelles à son sujet, comme si les États-Unis allaient arriver. Donald Trump a dit qu'il ne voulait plus de l'Iran. Ils veulent rassembler tous les Européens avec les États-Unis. Vous savez, en mettant tout cela en perspective avec ce qui s'est passé à l'intérieur, voir des gens se faire tuer, être assassinés. Vous savez, ils ont attaqué des banques, des magasins, partout. Les poubelles brûlaient de tous côtés. Beaucoup de gens se demandaient qui sont ces personnes. S'ils protestent à cause de l'économie, si l'économie ne va pas très bien, pourquoi brûlent-ils des magasins appartenant à des gens ordinaires? Ils ne font pas partie du gouvernement. Ce ne sont pas des fonctionnaires travaillant pour le gouvernement. Eh bien, laissez-moi vous poser une question. C'était un chaos immense, Larry, de l'intérieur comme de l'extérieur. Oui. Eh bien, laissez-moi vous poser une question. Iran International qui est basé à Londres, n'est-ce pas? Il diffusait essentiellement des émissions d'information, c'est bien ça? Oui, exactement. Alors, expliquez-moi comment fonctionne le système de télévision là-bas en Iran. En d'autres termes, les gens doivent-ils s'abonner à un service de streaming? Ou est-ce que c'est réellement diffusé par les ondes, de sorte que si l'on possède un téléviseur, on peut simplement capter le signal? Oui, c'est le satellite, Larry. La chaîne vient d'un satellite. Ils l'appellent Eutelsat. Et tu sais, ce n'est pas vraiment à propos de la chaîne. C'était à propos de la façon dont ils l'ont lancé comme une sorte de force nationale qui arrivait. D'une certaine manière, ils donnaient du pouvoir au fils du Shah, l'ancien Shah d'Iran, en disant qu'il allait revenir, qu'il allait tout arranger. C'était ça la propagande, Larry. Tout tournait autour du fils du Shah d'Iran. Et ils pensaient qu'ils pouvaient... Les gens étaient d'une certaine façon tellement impressionnés. J'ai parlé avec beaucoup de gens. J'étais stupéfait. Je me disais, que se passe-t-il? Je ne comprenais pas ce qui se passait. Parce que tu vois, ces gens disaient partout. Par exemple, ils parlaient de Téhéran, disant que cela se passait à Téhéran. Et personne ne le savait. Parce que lorsque vous êtes au cœur du chaos, vous n'en percevez pas l'ampleur. Ils créaient ce genre de chaos, de la désinformation et de la mésinformation, pour amener les gens à douter de ce qui se passait réellement, de la capacité du gouvernement à maîtriser la situation. Et tout tournait autour de cela. Je pense qu'au moment où le gouvernement a commencé à couper l'accès à Internet, tout s'est terminé, car les tueries ont cessé. Vous voyez, les tueries ont cessé. Les manifestations, les émeutes, elles se sont arrêtées. Et si vous étiez dehors, essayant d'observer ce qui se passait, vous pouviez voir tout cela s'éteindre peu à peu. En une journée, peut-être une journée et demie, tout avait disparu de la scène. Oui, donc c'est cette manipulation extérieure. La grande majorité des gens en Iran qui regardent la télévision, le signal vient de satellite, n'est-ce pas? Du Royaume-Uni, c'est ça. Mais on peut aussi regarder d'autres choses, non? Exactement. Oui, tu peux regarder d'autres choses, mais ouais, je comprends. Une utilisent cette chaîne en particulier. Ils étaient en tête. Tu peux répéter?
La chaîne dominait tout ici en Iran. Oui, oui, oui. D'une certaine manière, la chaîne avait la main mise. Et ce n'était pas seulement à propos de la chaîne. Si tu regardes X, tu vois qu'ils ont changé le drapeau de l'Iran pour un autre drapeau. Tout est coordonné. Ce n'était pas déconnecté de ce qu'ils faisaient. Je dis que tout vient de l'extérieur, essayant de montrer que le gouvernement est incapable d'améliorer la situation. Oui, oui. Tu vois la monnaie s'effondrer, tu vois le dollar grimper, et c'était tout le plan. Rendre la société si fragile en vue de l'attaque imminente des États-Unis. Je le sais, c'était de la propagande, et elle était omniprésente. Oh, I know. It was, listen, the propaganda was pervasive. It was well orchestrated. C'était bien orchestré, entièrement conçu pour créer un récit selon lequel le gouvernement était incompétent, incapable, en train de se désagréger. Alors on en fait l'histoire et on espère qu'elle devienne réalité. Vous savez, c'est ce qu'ils essayaient de faire. That's what they were trying to do. Ouais. On dirait qu'on a un petit problème de connexion, Larry, n'est-ce pas? Je n'ai pas entendu ta dernière phrase. Qu'est-ce que tu as dit? D'accord. Okay, can you hear me now? Yeah, I can hear you. Tu m'entends maintenant? Oui, je t'entends maintenant. Non, j'ai dit que c'était une propagande omniprésente. Ils essayaient de créer un récit et de le rendre vrai par définition, afin que les gens commencent à y croire. Et si les gens commençaient à croire que le gouvernement s'effondrait, alors ils seraient ouverts ou réceptifs à une frappe militaire si elle avait eu lieu. Je suis sûr que certains de ces dissidents, appelons-les des groupes dissidents venus de l'extérieur de l'Iran, auraient commencé à agir de manière encore plus radicale. Donc tu sais, couper Internet, je pense que c'était la première étape cruciale. Shutting down the internet, I think, was the critical first step. Not only shutting down the internet, the people who came out the day after. Non seulement la coupure d'Internet, les gens qui sont sortis le lendemain, on a vu d'immenses foules se rassembler en signe de soutien. Ce n'était pas, Larry, uniquement un soutien au gouvernement, mais aussi une réaction contre ce type de désinformation, les fausses nouvelles qui circulaient dans la société ici en Iran. Beaucoup de personnes, je dirais beaucoup de personnes, doutaient de l'avenir, car lorsque la situation devient si désespérée, lorsque cette détresse est injectée dans la population et que l'économie ne fonctionne pas comme elle le devrait à cause de toutes ces pressions extérieures, le gouvernement essaie de faire tout ce qu'il peut. Et ensuite, on voit les manifestations dans les rues se transformer en émeutes et des gens se font tuer. Oui, enfin, laisse-moi simplement dire que tu n'as clairement pas vu certaines des images qui étaient diffusées en Occident, ici aux États-Unis. L'un des récits présentés était que l'Iran imposerait un code vestimentaire plus strict pour les femmes que l'Arabie saoudite. Donc tu vois, il propageait ce mensonge selon lequel toutes les femmes devaient porter le tchador complet, visage couvert, tête couverte et une robe noire des épaules jusqu'au sol. C'est ainsi que, soi-disant, les femmes seraient traitées. Et c'était l'un des mensonges diffusés. Il faut aller libérer les femmes. Ils l'avaient, Larry. Femmes, vie, liberté. Le mouvement qu'ils avaient lancé auparavant, à la suite de la mort de Mahsa Amini. Cette question n'est plus une préoccupation pour les femmes ici. Quand tu sors dans la rue, tu ne vois pas le genre de restrictions qu'ils essaient de montrer en Occident. Oui, exactement, ce n'est pas le problème. Je pense que nous en sommes à l'une des dernières étapes, Larry. Le problème en ce moment, à mon avis, c'est l'économie. Ils essayent de faire s'effondrer l'économie, parce que ces sujets liés aux droits humains et aux droits des femmes disparaissent de la scène. Ils se sont tournés vers l'économie, et l'économie en souffre vraiment, pour être honnête. Les gens peuvent sentir à quel point les États-Unis ont encore du pouvoir pour exercer une pression sur l'Iran, par exemple. Eh bien oui, Ford, il faut attendre et voir.
Je suis vraiment désolé. Je suis tellement déçu que l'Occident fasse cela, Larry. Je suis tellement déçu que l'Occident fasse cela au gouvernement Raisi, parce que nous savons que ce gouvernement est arrivé au pouvoir dans le but d'entretenir de meilleures relations avec les États-Unis, avec l'Occident, avec les Européens. Mais au final, on ne voit rien de tout cela se produire. Et il place le gouvernement Raisi dans une situation où il n'a plus le choix. Il doit, vous savez, trouver des solutions aux problèmes auxquels l'Iran est confronté aujourd'hui à l'Est et non à l'Ouest. Je pense que ce moment approche, parce que d'une certaine manière, quand il viendra, et les gens n'en parlent pas, même parmi les décideurs en Iran, ils ont encore le sentiment qu'ils peuvent entreprendre une certaine forme d'action. Ils pensent pouvoir influencer les esprits à Washington. La même chose se produisait aussi en Russie. Toi et moi, nous suivons ce qui se passe dans la guerre en Ukraine. Mais ce même type de personnes existe aussi ici, en Iran. Ils pensent pouvoir tout faire, qu'ils peuvent gérer la relation entre l'Iran et les États-Unis. Mais cet espoir est en train de disparaître. Cet espoir n'existe plus, même dans l'esprit des personnes les plus optimistes du gouvernement, dans les institutions de décision. Il semble que l'Iran ait pris une décision. En fait, aujourd'hui, Larry, nous avons appris que l'autorité iranienne de l'aviation civile a été avertie de se tenir prête à fermer l'espace aérien à tout moment dans les prochains jours ou semaines. Ils estiment que la menace de guerre est toujours présente. Oui, non, elle n'a pas disparu. Cela pourrait arriver. Yeah, no, it hasn't gone away. Yeah, it has not gone away. Oui, ça n'a pas disparu. Exactement. Vous savez, le peuple iranien doit comprendre que Trump a l'intention de les attaquer. Le fait que ce porte-avions américain se dirige dans cette direction, désolé, mes chiens deviennent fous ici, tant que ce porte-avions ne fait pas demi-tour et ne commence pas à repartir dans l'autre sens, les chances d'une attaque sont assez élevées. C'est donc ce qu'il faut comprendre. La Chine et la Russie sont dans une position où elles peuvent vraiment aider l'économie iranienne maintenant. Et je ne sais pas si le blocage vient du fait qu'elles n'ont pas fait l'offre, ce qui me surprendrait, ou si le président Raisi et le gouvernement n'ont pas accepté l'aide. C'est ce qui a posé problème par le passé. Ils ont refusé l'assistance militaire qui avait été proposée avant le 12 ou le 13 juin. Et ce n'est qu'à la suite de la guerre de 12 jours qu'ils ont dit « D'accord, oui, nous accepterons votre aide ». Mais je pense que nous avons atteint un moment de l'histoire où les Russes, les Chinois, les Iraniens, les nations des BRICS doivent suivre leur propre voie. Ils doivent dire « D'accord, nous en avons fini avec les États-Unis ». Les États-Unis sont un partenaire toxique. Je compare cela à une relation avec les États-Unis. C'est comme être une femme qui vit avec un homme qui la bat tous les jours et qui veut ensuite qu'elle lui prépare le dîner le soir. À un moment donné, il faut partir. Il faut dire non, nous ne pouvons pas rester dans cette relation. Il n'y a aucune base. Et je dirais la même chose pour la Russie. Vous savez, Poutine attend, ils attendent Witkoff et Kushner. Je dirais, hé, fichez le camp. Vous n'êtes plus les bienvenus ici. Get the hell out. You're not welcome here anymore. Est-ce que tu pouvais m'entendre? Oui, d'accord. Larry, on a encore un problème de connexion, je ne sais pas quoi faire. Nous ferons de notre mieux. Alors, quelle a été la dernière chose que tu m'as entendu dire? D'accord. Parce que ça n'arrêtait pas de se couper. Je ne me souviens plus, parce que je pensais que... Non, je disais simplement que le moment est venu pour les nations des BRICS de mettre fin à toute prétention d'entretenir une relation diplomatique ou économique normale avec l'Occident. Je ne suggère pas qu'elles cherchent une confrontation, mais comme on le voit avec Donald Trump en ce moment au Groenland, il est fou
Il est, à mon avis, cliniquement atteint. Les choses délirantes qu'il dit sont inquiétantes. Qu'il croit avoir réglé une série de guerres qu'il n'a pas réglées, qu'il mérite un prix Nobel de la paix qu'il n'a, tout comme Barack Obama, absolument pas mérité. Vous savez, c'est juste, puis faire cette menace contre le Groenland, déclarer ouvertement qu'il n'accepte pas ou ne croit pas au droit international. D'accord. Maintenant, vous voyez, je veux dire, il ne le cache pas, à son crédit. Mais ce n'est pas seulement lui. Il est soutenu par des gens comme Marco Rubio, Stephen Miller, d'autres, Lindsey Graham, qui l'encouragent. Les États-Unis sont devenus une nation hors la loi. Et il ne devrait pas prétendre que les États-Unis agissent dans l'intérêt de la promotion de la paix dans le monde ou de la prospérité économique des autres. Non. Nous allons vous prendre ce que nous pouvons et nous nous moquons de ce qui vous arrive. Voilà l'attitude des États-Unis envers les autres pays. Larry, quelle a été la raison pour laquelle les États-Unis ont décidé de ne pas attaquer? Était-ce parce qu'Israël n'était pas prêt? Parce que tu sais, ici en Iran, quand je regardais les responsables parler de la guerre, ils disaient qu'ils étaient prêts à lancer même une attaque préventive. Je ne sais pas dans quelle mesure la dynamique entre les États-Unis et l'Iran a influencé cette décision, ni combien cela avait à voir avec la situation en Israël. Ou peut-être que tout était lié. Il parlait aussi de l'Arabie saoudite, de la Turquie et du Qatar, qui, en coulisses, essayaient de discuter avec les États-Unis. Je ne sais pas. Comment évalues-tu la situation? Tous ces différents facteurs qui arrivent jusqu'aux décideurs, et le résultat final étant la décision de ne pas attaquer. Oui, eh bien, nous avions tous les indicateurs d'alerte montrant qu'une attaque allait avoir lieu. D'autres gouvernements avaient été informés que quelque chose allait se passer. Et ces gouvernements, une partie du problème, c'est qu'ils ont dit non, pas en utilisant notre espace aérien. Apparemment, l'Arabie saoudite, le Qatar et la Turquie ont tous dit non aux États-Unis. Je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est ce qui se disait. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, ils étaient en train d'abandonner ou d'évacuer les bases militaires américaines dans la région. Cela se produisait bel et bien. Mais on en revient à l'ordre final qui devait être donné. Et si les informations sont exactes, ce qui a été rapporté, c'est que Trump a essentiellement dit « Pouvez-vous me garantir que cela va fonctionner ?» Et la réponse a été « Non, nous ne pouvons pas ». Et donc, sans garantie, ils ont annulé l'opération. D'accord, il faut déployer davantage de forces militaires dans la région. L'une des choses que j'ai d'abord pensé qui retarderait une opération, c'était le fait qu'il n'y avait groupe aéronaval sur place. Donc l'Abraham Lincoln est maintenant en route, se dirigeant vers l'océan Indien. Il n'avait tout simplement pas tout bien préparé. Comme nous en avons parlé plus tôt, la perturbation du système Starlink, la perturbation des communications nécessaires pour contrôler le récit en Iran, a supprimé ce que je considère comme un élément clé du plan. Et vous savez, par le passé, j'ai attribué tout cela aux États-Unis et au Mossad. Mais les Britanniques étaient aussi fortement impliqués. Je veux dire, le fait qu'Iran International, basé au Royaume-Uni, ait été le principal canal de propagande, ne fait que renforcer ce point. Yeah. Larry, tu as mentionné le cas du Groenland. Voici ce que Scott Dessen a dit à propos du Groenland sur MSNBC. Oui. Yeah. Permettez-moi de vous le dire franchement. Le Groenland ou l'OTAN est-il plus essentiel à la sécurité nationale des États-Unis? Eh bien, Chris, c'est évidemment un faux choix. C'est un abus de langage. Pas du point de vue des dirigeants européens.
Les dirigeants européens finiront par comprendre qu'ils doivent se placer sous le parapluie de sécurité des États-Unis. Que se passerait-il en Ukraine si les États-Unis retiraient leur soutien? Tout s'effondrerait. Kristen, pour être clair, depuis 1980, les États-Unis ont dépensé 22 000 milliards de dollars de plus en dépenses militaires que les Européens à travers l'OTAN. Nous croyons à la paix par la force et les Européens ne commencent à rattraper leur retard que maintenant, et cela uniquement grâce au président Trump. Le président Trump croit en l'OTAN, mais il ne croit pas que le peuple américain doit être entraîné de force. En ce qui concerne le coût, Larry, Tu sais, c'est le secrétaire au Trésor des États-Unis. Il devrait mieux connaître le Groenland et son importance, même pour les Européens. Penses-tu que l'Europe en est capable? Imaginons que Donald Trump décide de s'en prendre au Groenland. Que peut faire l'Europe pour s'y opposer, tu sais, pour contrer son initiative? Well, not a lot. I mean, there's not a lot they can do other. Eh bien, pas grand-chose. Je veux dire, il n'y a pas grand-chose qu'ils puissent faire. Ce qu'ils pourraient faire, je ne pense pas qu'ils le feront. Et ce qu'ils devraient faire, c'est fermer toutes les bases militaires américaines, surtout en Allemagne. Fermer les 2 grandes bases de Stuttgart, puis la base aérienne de Wiesbaden, qui, je crois, se trouve près de Francfort. Les fermer. Dire aux États-Unis, dégagez, c'est fini pour vous ici. Cela marquerait la fin de l'OTAN. Mais l'OTAN devrait disparaître. L'OTAN ne devrait plus exister. Ce n'est qu'un prétexte pour acheter davantage de produits militaires aux entreprises du complexe militaro-industriel. Voilà une chose qu'ils devraient faire. Mais les Européens, principalement les Britanniques, les Français, les Allemands, les Espagnols, les Italiens, mon Dieu, ils sont tellement occupés à s'humilier eux-mêmes. God, they're so busy humiliating themselves. This is Donald. Vous savez, Donald Trump, c'est comme le gros détenu en prison. C'est lui qui décide chaque jour de qui il va abuser. S'il débarque dans ta cellule, tu as intérêt à te plier. C'est ce qui se passe. Et encore une fois, ce n'est pas seulement Trump. Comme vous l'avez vu, Scott Bézant raconte ces absurdités, cette pure foutaise à propos d'un ennemi fictif qu'ils auraient inventé. C'est toujours la même chose. Maintenant, c'est la Russie et la Chine. La Russie et la Chine. La Russie couvre 11 fichus fuseaux horaires. Bon sang. La Russie a accès à l'Arctique. La Russie est déjà numéro 1 mondial en termes de ressources naturelles. Elle n'a pas besoin de plus. Elle a déjà fort à faire avec ça. Et les Chinois passent par la Russie pour accéder à l'Arctique. And the Chinese are working through Russia to get into the Arctic. They're not going to go halfway around the world. That's just not. Ils vont pas faire le tour du monde. Ce n'est tout simplement pas ce que font les Chinois. Ce n'a jamais été leur mode d'action. Donc Trump met en place un homme de paille complet, un mensonge. Franchement, nous n'avons rien vu d'aussi effronté, d'aussi détaché de la réalité depuis qu'Adolf Hitler a agi en 1938 pour s'emparer de la Tchécoslovaquie. C'est de cet ordre-là. Et vous savez, je n'utilise pas l'analogie avec Hitler à la légère. Ce que fait Trump est immoral, détaché de la réalité, et il n'y a aucune raison à cela. Ce n'est pas comme si les problèmes économiques des États-Unis étaient dus au fait que nous ne contrôlons pas le Groenland. That our economic problems are created because we don't control Greenland. And if the concern was, et si la préoccupation était « Oh, il faut arrêter la menace russe et chinoise », très bien, faites-le par le biais de l'OTAN. Dites d'accord, oui, nous soutenons l'OTAN, les pays de l'OTAN, pour défendre la souveraineté du Groenland. Parce que même s'ils sont, disons, sous le contrôle du Danemark, le Danemark a maintenu un accord permettant au Groenland de poursuivre sa propre indépendance et souveraineté. Et puis, quand on écoute des gens comme Stephen Miller et d'autres, ils en parlent comme si c'était juste un petit pays insignifiant, incapable de se défendre, donc on pouvait simplement le prendre. Mec, c'est un niveau de malveillance incroyable. Et ce qui est si inquiétant, c'est que tant de gens aux États-Unis adhèrent à cette idée. Vous savez, du genre, ouais, c'est à nous, on va le prendre.
You're like, yeah, that's ours. We're going to take it. Hmm. Yeah. Europe, Larry, has Oui, put itself l'Europe, in Larry, s'est mise dans une position position that où elle they n'a pas have d'autre no choix way but que d'accepter tout ce que accepting les whatever the États-Unis lui United States demandent is de faire. asking them to do. Parce qu'en Because in matière terms of d'énergie, energy, they're elle devient going totalement totally dependent on dépendante the United des States. États-Unis. I don't know how Je ne vois they're pas comment gonna elle be pourrait able exprimer la to, moindre objection. to Avec show le temps, some sort of penses-tu que objection. l'Europe finira par comprendre la situation dans laquelle elle se As time trouve? goes by, do you see Europe understanding the situation they're in? No. I mean, I've described it Non. like an abusive relationship. Je veux dire, j'ai décrit cela comme une relation abusive, et j'en ai parlé par écrit. Donc aujourd'hui, on est lundi. Samedi soir, j'ai appris par ma femme qu'une de mes nièces avait été battue par son mari. Il lui a cassé le nez, et c'est la deuxième fois qu'il la frappe. En parlant avec ma femme, elle me disait que cette fille qui s'est fait battre ne veut pas aller à la police, ne veut pas déposer de plainte, ne veut pas demander une ordonnance d'éloignement. Elle continue d'espérer que, les choses vont s'arranger, que la relation peut surmonter ses problèmes. Moi, je suis un observateur extérieur. Si c'était à moi de décider, j'irais lui tirer dessus, franchement. Mais bon, ça ne résoudrait rien, parce qu'elle n'est pas prête à régler le problème elle-même. That's not going to solve anything because she's not willing to fix the problem herself. And that's the problem with Europe. Et c'est bien là le problème avec l'Europe. L'Europe est dans une relation abusive avec les États-Unis. C'est le même genre de situation, sauf qu'elle se joue à l'échelle nationale, pas personnelle. Et la seule façon de s'en sortir, eh bien, comme tant de gens qui ont vu dans leur famille, vous savez, des proches, des nièces, des filles, peu importe, se faire battre par de mauvais maris, ils savent que parfois, quand on intervient, ce qui se passe, c'est que la femme battue prend le parti de son mari et se met en colère contre vous. C'est pour cela que la police n'aime pas intervenir dans ces situations de violence domestique, parce que tout à coup, le mari peut être en train de passer à tabac la femme. Et puis une fois que la police arrive, ils s'unissent et attaquent la police. Donc je veux dire, nous en sommes à un stade où il va falloir que l'Europe se réveille et dise, nous n'allons plus tolérer cela. Une chose qu'ils pourraient faire dès maintenant, c'est retourner vers la Russie et dire, écoutez, nous sommes désolés, on nous a menti, nous avons suivi le mouvement, nous voulons réellement rétablir notre relation avec vous. Nous aimerions acheter votre gaz naturel, obtenir votre pétrole, afin de ne plus avoir à nous soucier des États-Unis. Ce serait un début. Maintenant, il y a certains, eh bien, vous savez, Orbán l'a fait en Hongrie, Fico l'a fait en Slovaquie, et le président tchèque semble enclin à le faire. Donc, il y en a quelques-uns qui l'ont déjà fait. Mais nous avons vu, de manière assez intéressante, un changement complet de rhétorique venant d'Allemagne à travers Merz. Et il y a une concession, des gens admettent, vous savez, Macron en France, Meloni en Italie, qu'il faut commencer à parler aux Russes. Les Russes sont disposés à discuter. Mais c'est l'Europe qui a suivi les États-Unis dans la destruction de Nord Stream. C'est l'Europe qui a cédé à la pression américaine pour arrêter d'acheter du pétrole russe. Acheter notre pétrole, acheter notre gaz. Alors ils le payent plus cher, et ce sont les populations qui en souffrent. C'est ce qu'il faudra. Honnêtement, je ne sais pas si l'Europe est prête à sortir de cette relation abusive. Larry, je ne sais pas ce qu'il pourrait encore se passer pour servir de signal d'alarme à l'Europe, car l'administration Trump a littéralement montré aux Européens des signes sérieux indiquant que l'avenir pour eux, s'ils continuent à dépendre des États-Unis, sera très difficile. Et je ne vois aucun signe qu'ils se préoccupent du lien entre l'Europe et la Russie. Comme tu l'as mentionné, la Russie est disposée à leur parler. Mais eux ne sont pas prêts à parler avec la Russie, car ils gardent encore une sorte d'espoir. Je ne sais pas quel espoir,
puisqu'ils ont déjà envoyé toutes les armes qu'ils possédaient à l'Ukraine. Que peuvent-ils encore faire pour l'Ukraine? What else can they do for Ukraine? Yeah, well, nothing. I mean, that war Oui, eh bien, is rien. over in terms of Je veux dire, cette guerre est terminée en ce qui concerne la capacité de l'Ukraine à arrêter la Russie. Mais elle va continuer. Les tueries vont continuer. La souffrance, nous n'avons pas encore une image aussi claire que nous le devrions de ce qui se passe dans les villes. Mais d'après ce que je comprends, rien qu'à Kiev, au cours des 3 derniers jours, environ 700 000 personnes ont quitté la ville. Donc, on voit ce dont il parlait à Dnipropetrovsk, Zaporizhia, Kharkiv et Kiev, l'arrêt des systèmes électriques, les canalisations qui gèlent, l'absence de chauffage dans les foyers, un hiver brutal. No heating in the homes, a brutal winter. The cities, they're having to abandon it. And in particular, Les villes, ils sont obligés de les abandonner, surtout ceux qui vivent dans un immeuble de plus de 10 étages. Et même 10 étages, c'est déjà très haut. Il faut monter et descendre les escaliers, et maintenant ces escaliers sont couverts de glace. Les canalisations ont gelé et éclaté, l'eau s'infiltre dans les cages d'escalier, cela les rend inhabitables. Maintenant, je pense que le côté positif de tout cela, c'est que cela va faciliter les opérations militaires de la Russie, car ils auront moins de risques de tuer des civils. Par le passé, ils ont délibérément retenu leurs coups pour éviter de tuer des civils. Dans l'extrait que je t'ai passé, Larry, le journaliste a demandé à Scott Bessent s'il fallait choisir entre le Groenland et l'OTAN, qu'il fallait en privilégier un. Mais l'administration Trump ne le voit pas ainsi. Elle ne voit aucun lien entre les deux. Penses-tu que cela pourrait, d'une manière ou d'une autre, constituer un point de rupture au sein de l'OTAN ou exercer une sorte d'influence indirecte sur l'avenir de l'Alliance? Influencing the future of NATO. Oh yeah, it should be a breaking point. Oh oui, ça devrait être un point de rupture. Je veux dire, bon sang. Tout le principe de l'OTAN en ce moment est d'empêcher un pays extérieur à l'OTAN d'entrer dans les pays de l'OTAN et de prendre du territoire par la force. C'est leur argument central à propos de ce que fait la Russie, même si la Russie n'attaque pas un membre de l'OTAN. Mais l'idée générale, c'est que nous devons rester unis pour empêcher la Russie de prendre notre territoire. Pendant ce temps, aux États-Unis, on dit « Hey, nous prenons ce territoire, nous prenons le Groenland, c'est à nous. » Et les habitants du Groenland et du Danemark répondent « Oh non, 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 restez à l'écart, non, non, c'est à nous. » Il y a même des films qui ont été faits à ce sujet. Souviens-toi de celui avec Mel Gibson, où il se battait pour renverser les Britanniques. Tu sais, au XIVe ou XVe siècle, ou peu importe. Et il se marie. Et juste après la cérémonie de mariage, le chevalier, le type représentant le pouvoir de l'Angleterre, arrive et dit « Hé, donne-moi ta femme, c'est moi qui couche avec elle en premier. » Eh bien, c'est l'Europe. C'est exactement ce qui se passe en ce moment. C'est la même chose, mais ce n'est pas entre deux individus. C'est entre des nations. Et je me contente d'observer et de me demander, je ne pense pas que les Européens aient assez de force, assez de respect d'eux-mêmes pour se dresser contre ça. En gros, ils sont les prisonniers soumis de Donald Trump. They're basically the prison bitches of Donald Trump. Ce qui me paraît tellement évident, c'est que Donald Trump, on peut critiquer Donald Trump et son administration, mais ils comprennent parfaitement ce qui se passe en Europe au sein de l'Union européenne. Ils connaissent leurs différences, leurs problèmes, leurs difficultés. Ils ne sont pas unis, Larry. Ils ne sont pas unis. Oh no, they're not. Oh non, pas du tout. Vous connaissez le vieux dicton « L'union fait la force, la division fait la faiblesse ». Oui. S'ils s'unissent contre les États-Unis, cela obligera les États-Unis à changer leur politique. Mais jusqu'à présent,
La règle du diviser pour régner est à l'œuvre. Et tant qu'il y aura quelques pays prêts à soutenir Donald Trump, quand il désigne le Royaume-Uni, la Norvège, la Suède, l'Allemagne, le Danemark, la France, et qu'il dit qu'il va leur imposer de lourds tarifs, il n'est pas certain que ces pays vont réagir et dire « Nous n'allons pas accepter cela ». Ils voudront peut-être simplement suivre le mouvement et dire « D'accord, peu importe, nous allons plier, et eh bien, fais ce que tu veux de nous ». C'est vraiment humiliant ce qui se passe. I mean, it's humiliating what's taking place. Larry, we know that the government in Denmark is Larry, happy as nous well. savons que le It's gouvernement really danois est heureux, to do plus everything qu'heureux, to de faire tout son facilitate, possible pour faciliter les opérations ou toute operations, forme de présence any des sort of États-Unis, presence de l'armée of américaine, the US au Army in Groenland. Greenland. What Qu'attend else encore does cette this administration du administration want Groenland from qui ne soit pas Greenland déjà that is possible sous le not gouvernement actuel du possible Danemark? under, the current administration under the government of Denmark? Yeah, I agree. It is. This is Oui, je suis d'accord. Ce n'est rien d'autre qu'un jeu de pouvoir où Trump peut dire « Hé, j'ai ajouté ce territoire aux États-Unis ». Tu sais, les États-Unis contrôlent déjà Porto Rico, les îles Vierges américaines, Samoa, Guam. Et ce sont des territoires qui n'ont pratiquement aucune protection constitutionnelle. Ils sont simplement sous le contrôle des États-Unis. Il semble que nous allons placer le Groenland dans la même situation, où nous n'aurons rien à négocier avec le Groenland. Nous ferons simplement tout ce que nous voudrons. Et en prenant le contrôle total du Groenland, nous pourrons dicter les règles sur le plan économique. Qui peut y investir sans avoir à se soucier de violer une loi danoise ou une loi groenlandaise? Eh, c'est nous qui fixons les règles. Je pense que c'est ce qui se passe. Hey, we get to set the rules. I think that's what's going on. Larry, Larry, nous avons eu une session du Conseil de sécurité de l'ONU et les États-Unis sous l'administration Trump n'ont jusqu'à présent montré aucun respect pour l'ONU. Mais j'ai trouvé incroyable qu'ils aient demandé une session pour parler de la situation en Iran. Je l'ai regardé, j'ai vu les réactions de la Russie, de la Chine, du Pakistan et du Royaume-Uni, tous soutenant les États-Unis. Que pensent-ils de cela? Regardez ce qui se passe en Europe, ce qui se passe en Asie occidentale, et maintenant avec le Groenland. À votre avis, comment se sentent-ils en Chine et en Russie? How do they feel in China and Russia, in your opinion? Well, I think Eh bien, je pense que nous pouvons juger d'après ce que Vladimir Poutine a dit à la fin de la semaine dernière, lorsqu'il s'est adressé aux 32 nouveaux ambassadeurs venus présenter leur lettre de créance à Moscou, que les États-Unis violaient le droit international et que le respect du droit international était au cœur de ce que la Russie défendait. Nous savons donc, de ce point de vue, qu'il rejette ce que font les États-Unis. Cela dit, il semble maintenant disposé à rencontrer Kushner et Jared Kushner. Je pense que cela envoie un mauvais message aux États-Unis. Eh, tant que vous n'acceptez pas et ne reconnaissez pas le droit international, nous n'avons rien à nous dire. Et la Chine devrait faire de même. and China should do the same. I mean, you can't keep enabling people that act this way. Je veux dire, on ne peut pas continuer à encourager des gens qui se comportent de cette façon, sinon ils continueront simplement. Ils n'en payent jamais le prix. Maintenant, je ne cherche pas à promouvoir une guerre, mais bon sang, comprenez avec qui vous avez affaire, les gens. On ne peut pas continuer à dire « Oh, eh bien, on va juste fermer les yeux sur le retour complet ». Trump ne se plaint pas d'un traité particulier. Il a dit « Hey, prends ton droit international et je m'en torche. » D'accord? Ça ne veut rien dire. C'est ce qu'il pense être juste. Voilà la règle. C'est la loi de la jungle. Celui qui a la plus grande armée, la plus forte. Et c'est ce que Stephen Miller a dit, bon sang. Et Marco Rubio l'a répété. Je veux dire pour ces autres pays, réveillez-vous, bon sang. I mean, for these other countries, wake the hell up.
Merci beaucoup, Larry, d'être avec nous aujourd'hui. Oui, ravi de t'aider à bien commencer ta semaine. Pepe Escobar va me rejoindre tout de suite. Pepe, tu me rejoins maintenant? Ah, d'accord. Oh, okay. Well, you gotta. Eh bien, j'apprécie de pouvoir commencer ta semaine sur une note aussi joyeuse et je te prie de transmettre mes salutations à mon bon ami Pepe. Good friend Pepe. My greetings. Merci beaucoup, Larry. Okay. D'accord. Bye-bye. Great pleasure as always. Au revoir. Ouais. Toujours un grand plaisir. Nous allons accueillir Pepe Escobar et j'attends juste qu'il nous rejoigne. Il arrive à l'instant. And I'm waiting for Pepe to join us, and he's coming up right now. See you. À plus. Attends, Pepe arrive. Let me just. Pepe's coming up. Yeah. I think we're going to focus with Pepe on. Je pense que nous allons nous concentrer avec Pepe sur la situation en Amérique latine, avec la Russie et le Groenland. Et bien sûr, nous allons aussi parler de l'Iran et du Moyen-Orient. Parce que les États-Unis, pour la première fois, ont montré une certaine forme de respect envers l'ONU en organisant cette session contre l'Iran. Les États-Unis ont invité 2 Iraniens de la diaspora, 2 figures de l'opposition, à cette session. Ils se sont exprimés, vous savez, en soutenant le mouvement Femmes, Vie, Liberté. À l'époque, ils parlaient de la liberté des femmes, du voile, du tchador, de ce genre de questions. Ils savent qu'ils n'ont pas de véritable influence en utilisant ce type de rhétorique, alors ils essayent de changer d'approche. J'ai été en fait étonné que les États-Unis aient invité ces 2 personnes. L'une d'elles était Masih Alinejad. Elle est assez connue et reçoit beaucoup de financement d'ONG. Permettez-moi d'introduire Pepe Escobar ici. Bonjour Pepe, comment ça va? Hello, Pepe. How's it going? Comment ça va, mec? Nous sommes en direct, Pep. Je sais. Fantastique. Tu es à Téhéran? Je suis à Téhéran. Tu es à Téhéran. D'accord, oui. Right, Dima, let me start interviewing you. D'accord. Dima, laisse-moi commencer par t'interviewer. Oui, vas-y. Parce que tu es au cœur du volcan. C'est très important. Alors, pourrais-tu nous raconter l'histoire? L'ambiance à Téhéran, surtout au cours des dernières 48 heures, maintenant que tout le récit et tout le puzzle de l'opération de coup d'État avorté sont en place. Je suis sûr que les services de renseignement à travers l'Iran savent exactement ce qui s'est passé. Alors, donne-nous le ressenti sur Afghanistan, s'il te plaît. So give us the feeling on the ground about it, please. Yeah, it's so calm here. No protests, Pepe. It's not C'est just tellement the last calme ici. 48 hours. In the last Aucune 4 manifestation, days, Pepe. 3 days, Pas seulement au we cours des haven't had dernières any 48 sort of heures. protests, riots, Ces and 3 ou 4 derniers jours, nous n'avons eu ni manifestation, ni émeute. Tu sais, le problème central de ces émeutes, c'était la connexion Internet, Pepe. La connexion Internet a été infiltrée. Ils utilisaient des gens venant de l'extérieur et de l'intérieur. Tu sais, Pepe, nous avons environ 15 millions d'Afghans ici. Je ne les accuse pas, mais la plupart sont sans papier. 15 millions de personnes. Oui, environ 12 à 15 millions. Imagine seulement un pays de 91 millions d'habitants. Just imagine a country with 91 million. It's more than 10% of the. C'est plus de 10% de la population, principalement des personnes sans papier, et il est très difficile pour les forces de sécurité de contrôler cela. Et quand on met cela en relation avec toutes les informations, la désinformation, les fausses nouvelles, tout s'imbrique. Tu as vu ces manifestations, des manifestations pacifiques. Pendant les 2 premiers jours, Pepe, il n'y a pas eu de violence. Ils pensaient que le gouvernement allait réagir durement, qu'il allait frapper les manifestants. Mais cela ne s'est pas produit. Alors ils ont transformé les manifestations en émeutes. Il y avait des gens parmi les manifestants qui tiraient à la fois sur la foule et sur les forces de sécurité. Security forces. Mm. It's all about for those people who are familiar with Maidan. Tout cela rappelle, pour ceux qui connaissent Maïdan et ce qui s'y est passé, la même chose qui recommence.
on voit le même type de scénario se dérouler ici. Mais je peux dire que, ces 4 derniers jours, il ne s'est rien passé. Depuis que la connexion Internet a été coupée, les manifestations ont disparu. Il n'y a plus de manifestations maintenant. Les gens vivent simplement leur vie et on a l'impression que rien ne s'est produit. Mais de l'extérieur, on entend dire, vous savez, avec toute la rhétorique autour de l'attaque de Trump contre l'Iran, ils disent qu'ils veulent tuer plus de 800 personnes ou quelque chose comme ça. C'est incroyable, parce que tout vient de l'extérieur. Il ne se passe rien à l'intérieur. It's all coming from the outside. Nothing is happening from the inside. Bien sûr. This is amazing. What was happening from the inside. Tu sais, c'est incroyable. Ce qui se passait à l'intérieur, c'est que ces gens sont venus et ont infiltré la manifestation, essayant d'utiliser des personnes ordinaires. La direction venait en quelque sorte de l'extérieur. Starlink était au cœur de ce qui se passait ici en Iran. Les armes venaient de l'extérieur. Tu vois, ici en Iran, on ne peut pas avoir d'armes, c'est interdit. Ce n'est pas comme aux États-Unis, où tu peux acheter n'importe quel type d'arme. Mais ici, quand quelqu'un sort et commence à tirer sur les gens, sur les forces de sécurité, en utilisant ce genre d'armes professionnelles, tu vois bien que cela ne vient pas de l'intérieur. Et l'autre chose, Pepe, qui était incroyable. And the other thing, Pepe, that was unbelievable. I have never seen, I have never heard, Je n'ai jamais vu, je n'ai jamais entendu. Parce que, vous savez, le mouvement vert, vous vous souvenez du mouvement vert? Bien sûr. À cette époque, oui, la situation était un peu différente. Mais nous avons toute l'histoire des mouvements, de ce genre de protestation, de ce genre d'émeute ici en Iran. Nous n'avons jamais vu des gens être décapités ou des personnes vivantes jetées dans le feu. C'est incroyable ce qui s'est passé. Décapiter des gens, c'est quelque chose que l'on ne peut pas... Je peux dire que cela ne vient pas de la société iranienne. Ce n'est pas une attitude iranienne. Cela vient de l'extérieur. C'est une attitude de Daesh. Personne n'y croit. Des cellules de l'État islamique. Ils se sont infiltrés. Voilà le problème, Pep. Je pense que cela vient de Syrie, du chaos total en Syrie, et que tout cela se propage en Asie centrale. Ces gens sont des radicaux, pour la plupart de tendance salafiste, djihadiste, et ils ont réussi à entrer en Iran, tu sais, à convaincre certaines personnes ici dont la rhétorique résonne d'une manière ou d'une autre avec la leur. Je ne sais pas qui sont ces gens. Nous n'avons toujours pas les informations. Le gouvernement n'a encore rien publié. Nous ne savons pas ce qui se passait. Mais je peux le dire d'après les photos, les vidéos, les images que j'ai vues jusqu'à présent. Ce n'était pas une manifestation iranienne. Ce n'était pas une manifestation iranienne. This wasn't Iranian protest. It was totally managed from the outside. Tout cela a été entièrement dirigé de l'extérieur. La différence par rapport à ce que nous avons vu lors d'autres manifestations et émeutes par le passé, c'est que les monarchistes, les partisans du fils du Shah d'Iran, ne coopéraient pas auparavant avec Israël, du moins pas aussi ouvertement que nous le voyons aujourd'hui. Mais aujourd'hui, avec ces manifestations, on voit clairement qu'ils coopèrent avec les Israéliens, avec le Mossad, en essayant d'utiliser leur influence. Et c'était l'un des principaux problèmes ici, car les gens se demandent, cet homme est le fils du Shah, pourquoi agit-il ainsi? Il n'était pas comme ça auparavant. S'il l'était, c'était en coulisses. Pas à ce point-là, évidemment. Il a été grassement payé pour faire ça, Nima. Il a été recontacté et retravaillé par la CIA et la NED, avec l'aide du Mossad. Les Israéliens étaient impliqués dans l'opération en tant qu'opération de renseignement. Il était l'un des éléments clés de toute l'opération, avec cette réactivation de Daesh, de l'État islamique, et des cellules s'infiltrant surtout dans la partie orientale de l'Iran via l'Afghanistan. Les gens traversent la frontière. Tu sais très bien que la frontière entre l'Afghanistan et l'Iran est extrêmement poreuse. N'importe qui peut la franchir. Donc tout cela a du sens en termes d'organisation de l'opération.
Et bien sûr, quand j'ai commencé à regarder les images, cela m'a immédiatement rappelé une révolution de couleurs. J'étais à Hong Kong en 2019, exactement le même modus operandi. Exactly the same modus operandi. The only difference is that at the time, La seule différence, c'est qu'à l'époque, ces personnes étaient coordonnées par l'immense et tentaculaire ambassade américaine à Hong Kong. Cette fois, c'est différent. C'était plus fragmenté et diffus, contrôlé par de petites cellules dispersées un peu partout, qui faisaient circuler les informations en ligne, via Starlink, précisément, vers les tueurs, les décapiteurs, les mini-cellules liées à l'État islamique, et ainsi de suite. Mais le mode opératoire est le même que celui qu'ils ont utilisé à Hong Kong, qui est une société très sophistiquée. Et comme l'Iran est beaucoup plus vaste et plus fragmenté, il a été encore plus facile d'y infiltrer des agents. Ils ont infiltré différentes régions d'Iran, comme au Kurdistan, où tu étais il y a 2 semaines, n'est-ce pas? Comme au Kurdistan iranien, près de l'Irak. Il est beaucoup plus facile d'infiltrer ces frontières, et bien sûr à l'est avec la frontière afghane. Mais le fait est que la situation s'est dissipée relativement vite. Tu ne trouves pas? Ils ont essentiellement éliminé la tête de tous les serpents impliqués. Mais j'ai une autre question pour toi, Nima, en 2 parties. Premièrement, le taux de change du rial par rapport au dollar. D'après mon analyse, l'élément clé pour déstabiliser l'Iran et déclencher ces manifestations économiques a été une attaque spéculative contre le rial qui a duré quelques jours et la monnaie s'est complètement effondrée. Donc ma question pour toi est la suivante. Le taux de change est-il maintenant revenu à ce qu'il était avant les manifestations? A-t-il stagné? Continue-t-il de baisser? Où en est-il maintenant? Is it stagnated? Is it still going down? Where is it now? It's just hitting some sort of. C'est juste qu'on atteint une sorte de, tu sais, stagnation. Parce que tu vois, ça ne monte ni ne descend. Mais ce que le gouvernement essaie de faire, Pepe, ils ont essayé, comme tu l'as mentionné, ce n'était pas quelque chose qui venait de l'intérieur, Pepe. Ce n'était pas un changement radical dans l'attitude du gouvernement, ni une pénurie d'un seul produit, ni même de plusieurs produits. Ce n'était pas ça. C'était une sorte de propagande, une forme de pression venue de l'extérieur. Je ne sais pas comment le gouvernement peut analyser ce qui se passait, parce que ce n'est pas arrivé du jour au lendemain, Pepe. C'est arrivé sur une courte période de temps. Because it wasn't happening overnight, Pepe. It was happening during a short period of time. It was an attack against the currency that started weeks. C'était une attaque contre la monnaie qui avait commencé des semaines auparavant. Les gens ont immédiatement vu leur pouvoir d'achat diminuer sous leurs yeux. C'était la principale raison de ces premières manifestations, à cause de la baisse du niveau de vie, de la perte de pouvoir d'achat et de l'inflation qui les frappait directement. On allait à l'épicerie et on payait presque le double de ce qu'on avait payé quelques jours plus tôt. C'est ainsi que fonctionne toute tentative de changement de régime. C'est pourquoi j'ai posé la question. Si les choses commencent maintenant à se normaliser, le rial par rapport au dollar ne vaut toujours presque rien. Mais, il y a quelques semaines, il valait encore moins. Et c'est cela qui a déclenché les premières manifestations. Oui. En fait, le rial ne se porte pas très bien d'ailleurs, je peux le dire. Ce n'est jamais le cas. Jamais. Tu sais mon endroit préféré quand je suis en Iran, Nima? Je vais devant le grand bazar et je parle aux changeurs. C'est là qu'on ressent la vraie vie à Téhéran. Et je suis sûr que ces types, il y a quelques semaines, voyaient déjà le rial chuter, tu sais, bien plus fort qu'avant. Et ils se disaient, « Oups, quelque chose va se passer. » Ce sont les premiers à capter cette ambiance. Mais bon, Nima, une chose, ma chronique vient d'être publiée par Strategic Culture. Je me demande si tu pourrais l'afficher à l'écran. Parce que dans cette chronique, j'ai essayé de tout rassembler. Les raisons de cette obsession américaine pour le changement de régime en Iran qui dure depuis plus de 40 ans.
Peu importe qui est au pouvoir à la Maison-Blanche. C'est une question bipartisane. Comment cela va continuer? Même si cette tentative actuelle de changement de régime a complètement échoué, cela va continuer. Et bien sûr, il y a la possibilité d'une autre attaque stupide contre l'Iran, étant donné que le porte-avions Abraham Lincoln vient de traverser le détroit de Malacca. Il est en route et pourrait atteindre la mer d'Oman et le golfe Persique d'ici la fin de la semaine. Cela ajoutera donc, disons, une dose supplémentaire de poison du côté de Daniel Caligula à Mar-a-Lago et à Washington, qui essaie de trouver des idées. Mais j'ai aussi expliqué pourquoi il n'y a pas eu d'affrontement armé cette fois-ci. Tout ce discours sur les pays du Golfe, l'Arabie saoudite, le Qatar et surtout Oman, décrochant le téléphone, appelant la Maison-Blanche et disant « Ne faites pas ça, car cela va transformer le golfe Persique en un anneau de feu. Remauk step pour ne représenter et tout le reste. C'est pas faux et pas problème. » Tel Aviv ne passait pas non plus de coups de fil à Moscou pour dire aux Iraniens, par l'intermédiaire des Russes, « Écoutez, nous ne frapperons pas les premiers si l'Iran ne frappe pas le premier. » Tout cela n'est qu'une manœuvre de diversion. Le véritable problème, c'est que les États-Unis ne disposaient pas de suffisamment de moyens autour de l'Iran, dans toutes ces bases du golfe Persique, où que ce soit, pour mener une opération de choc et d'effroi ultra intense, qui cette fois aurait été une frappe de décapitation, visant même l'ayatollah Khamenei et probablement tout le gouvernement, tout le CGRI. Ils n'avaient tout simplement pas les moyens en place. Cela signifie donc que, lorsqu'ils auront ces moyens en place, ce scénario deviendra possible. Probablement pas cette semaine, cela pourrait prendre 2 ou 3 mois, mais ils reviendront. Il n'y a aucun doute là-dessus. La principale raison pour laquelle je veux ton point de vue sur ce sujet précis, c'est que l'administration Trump 2.0 et les élites qui la soutiennent, ceux qui tirent les ficelles, et c'est une question bipartisane qui dépasse les clivages politiques, ont enfin compris, et cela était déjà évident il y a quelques mois, comme le reflétait aussi la stratégie de sécurité nationale, que l'Empire, ce que j'appelle l'Empire du chaos, s'est ensuite métastasé en Empire du sang, et s'est maintenant transformé en Empire des frappes permanentes contre n'importe qui. Ils en sont finalement arrivés à la conclusion qu'ils sont en train d'être expulsés d'Eurasie, essentiellement par la Russie et la Chine, et qu'ils ne peuvent rien y faire. And there is nothing they can do about it. Apart from trying to Mis à part leur tentative de démanteler l'unité organique de l'Eurasie et leur volonté d'établir un nouveau système de relations internationales multipolaires et multinodales, en faisant exploser les BRICS et l'OCS de l'intérieur, qu'est-ce que cela signifie? Une attaque directe contre l'Iran, neutraliser l'Iran, décapiter l'Iran et le faire basculer vers le camp occidental. Disons-le ainsi, ce serait un mouvement de l'OTAN, mais surtout de l'Empire. Ils essaient de transformer l'Iran en une sorte de nouveau Venezuela, bien qu'il n'y ait pas eu, soit dit en passant, de changement de régime au Venezuela. Donc, même s'ils tentaient cela avec l'Iran, rien ne garantit qu'ils obtiendraient un changement de régime là-bas. Mais la psychose Nima, et vous tous, notre public, demeure. La seule chance qu'ils ont de ne pas être expulsés d'Eurasie et de cette construction du nouveau siècle eurasien, c'est de briser cette organisation de l'Eurasie de l'intérieur. Et cela signifie une attaque contre l'Iran. Yeah. Pepe, you know what's tragic about being in Oui, Iran and seeing what is happening Pepe, is that tu sais ce qui est tragique quand on est en Iran et qu'on voit ce qui s'y passe, c'est que les gens critiquaient le gouvernement pour ses décisions, compte tenu de l'économie et des difficultés auxquelles ils font face. Mais c'était tragique de voir qu'ils ne laissent pas les gens, malgré tous les problèmes économiques, faire pression sur le gouvernement
ou avoir le droit légitime de lui demander de changer ses politiques économiques. Chaque fois que quelqu'un dit quelque chose, ils essaient juste de tout gâcher. C'est ça, le problème. Beaucoup de gens ne le comprennent pas. Il faut être en Iran pour ressentir à quel point ils manipulent tout. Ils ne laissent pas les gens utiliser les manifestations pour demander ou critiquer le gouvernement. Chaque fois qu'une manifestation a lieu, ils essayent de la transformer en émeute. Ils essayent de tuer des gens. Ils essayent de tout brûler ici. C'est une tragédie. Et nous savons ce qui se passe. Nous savons ce qui se passe depuis si longtemps partout en Iran. En tenant compte de tout cela, aller en Arménie, en Azerbaïdjan, venir en Irak, en Afghanistan, même dans le cas du Pakistan, on verrait que tout est lié. Ils ont créé une telle situation en Iran que le gouvernement n'a pas d'autre choix que de tout surveiller. Cela demande beaucoup de temps, une énorme quantité d'argent et énormément d'efforts quand on est attaqué de tous côtés. Voilà le problème. Imaginez simplement que la même chose arrive aux États-Unis, la plus grande, comme on l'appelle, superpuissance de cette planète. Ils ne pourraient pas survivre à une telle situation. Et pourtant, ils exercent toute cette pression sur l'Iran, sur la société iranienne, sur le gouvernement iranien. Nima, question très importante. As-tu vu ou ressenti que le gouvernement essayait d'expliquer à l'Iranien moyen, à la population en général, les raisons de la crise économique actuelle? Parlait-il, par exemple, d'une attaque spéculative contre le rial? Évoquait-il cette pression maximale des sanctions partout? Ont-ils essayé d'expliquer aux gens pourquoi, par exemple, le coût de la vie ne cessait d'augmenter sans arrêt? Pendant les 2 premiers jours des manifestations, il n'y a pas eu d'émeute. Nous n'avons pas connu beaucoup de chaos ni de troubles. Le gouvernement a invité les commerçants et de nombreux économistes à se réunir pour discuter avec le président et diverses institutions afin de décrire les difficultés et de tenter de trouver des solutions en essayant de coopérer avec ces personnes. Ce qui se passait, c'est qu'ils essayaient de travailler ensemble avec les économistes, les commerçants et les personnes impliquées dans ce qu'ils appellent ici le bazar. Et quand ils ont vu de l'extérieur que quelque chose se passait, que les choses pouvaient se calmer, que chaque manifestation pouvait simplement disparaître de la scène, ils ont lancé ce nouveau type de mouvement. Tu sais, ils sont venus avec une nouvelle attitude. Ils ont dit, ces gens-là n'en font pas partie. Non, le chaos est venu à cette réunion. C'était tellement important parce que le gouvernement était pleinement conscient de ce qui se passait et il voulait faire quelque chose. Il voulait parler avec les gens ordinaires dans la rue, les hauts responsables, ceux qui vendaient des produits au public. Mais c'était une manifestation planifiée à l'avance, Pépé. Tout était préparé. Ils s'y étaient préparés. Ils savaient, Pépé, à mon avis, ils savaient qu'ils ne pouvaient pas vaincre l'Iran militairement. Ils ont dû créer un immense chaos, même avec l'attaque. L'attaque américaine contre l'Iran était une vaste machine de propagande destinée à convaincre les gens de redescendre dans la rue, de provoquer un nouveau chaos, de nouvelles émeutes. Tout tournait autour de cela. Car lorsque Donald Trump disait qu'il allait attaquer, « Je vais attaquer dans les 7 prochaines heures, dans 2 heures », il appelait en réalité les gens à sortir. Bien sûr, à prendre le contrôle des institutions, à prendre le contrôle du gouvernement. Vous savez, notez les noms de ces personnes, les forces de sécurité. Tout cela était planifié à l'avance. On ne peut pas dire que les États-Unis n'étaient pas au courant. Ils étails tous derrière ce genre de scénario. Bien sûr, parce qu'ils l'étaient. Ils étaient préparés. Mais malgré tout, tu sais, les gens sont sortis.
Le jour où Internet a été coupé, les gens sont sortis en masse dans toutes les grandes villes ici en Iran. Ils sont sortis et ont dit, tu sais, ces manifestations n'ont rien à voir avec l'Iran. Et cela a été, tu sais, le point de rupture pour la stratégie des États-Unis ici en Iran. A very tricky question, Nima. Une question très délicate, Nima. D'accord. Il se peut que tu aies eu accès à certaines informations de renseignement, si tu peux bien sûr nous en parler. Mais dirais-tu que la faction Rouhani-Zarif, qui, comme nous le savons tous, est étroitement liée à des factions à Washington, D.C. et à New York, était au courant du plan de changement de régime? Collaborait-il avec lui ou était-il complètement en dehors du coup? Or were they completely outside of the picture? There is no evidence. There is no Il n'y a aucune preuve, aucun élément d'information montrant que Rouhani et Zarif soutenaient ces manifestations, d'après ce que j'ai vu. Je n'ai rien vu tel, Pepe. Il y a des rumeurs, je le sais. I haven't seen such a thing, Pepe. There are rumors, I know. Il y a en effet des rumeurs, notamment qu'il serait en état d'arrestation, mais nous n'avons pu le confirmer auprès de personne. Oui. Yes. Because the Pezeshkian, Pepe, let's put it this way. Parce que le gouvernement actuel, Pepe, disons-le comme ça, le gouvernement actuel n'est pas, tu sais, d'un seul côté. Il y a des gens proches des réformistes, des gens du centre, de la droite, de la gauche, tous ensemble. C'est un gouvernement composé de tous ces groupes. Mais s'il y avait quelque chose d'aussi important que ce que tu viens de mentionner à propos de Rouhani et Zarif, ce serait partout sur Internet. Yes, but I'm talking especially something Surtout, quelque chose fait dans l'ombre, très discret, mais impliquant un véritable soutien et même des informations, ce que les gens autour de Rouhani et Zarif pourraient faire, car ils comprennent comment fonctionne la machine gouvernementale. Ils en faisaient partie auparavant. Donc bien sûr, pour le moment, ce ne sont que des rumeurs, mais elles commencent à paraître un peu plus insistantes qu'avant. Vous voyez? Yeah, but let's put it this way, Pepe. Last time Zarif Oui, was talking mais voyons les about choses ainsi, Doha, Pepe. La dernière fois que Zarif parlait à Doha, tu as vu sa prestation. Ce n'était pas, tu sais, le Zarif qui avait négocié le JCPOA. Même le Zarif que nous avons vu au début de ce gouvernement, à ses débuts, essayait de faire la même chose. Mais Zarif a changé d'avis, Pepe, après tout. Zarif a compris. Je pense qu'il connaît la réalité de ce qui se passe en ce moment, compte tenu de la nouvelle situation géopolitique dans la région. Et il a pris sa décision. On peut clairement l'entendre. Parce que la dernière fois qu'il a parlé à la presse, c'était à Doha, et il l'a dit haut et fort. Il estime que l'Iran a décidé de se tourner vers l'Est. Ce n'est plus seulement une question des États-Unis. L'Iran cherche des partenariats, et la Russie et la Chine se présentent comme des partenaires sincères pour l'Iran. Depuis, je n'ai rien entendu dire de Zarif. C'est pourquoi je pense que Zarif s'est fait une idée. Il a changé. Et pas seulement Zarif. Beaucoup de gens ont changé. Parce que l'attaque contre l'Iran, l'attaque israélienne contre l'Iran, même avec toute la nouvelle propagande après ces manifestations et ces émeutes en Iran, les menaces, Donald Trump qui sort et dit « je vais attaquer », les gens voient cela. Ils savent ce qui se passe. Je ne peux pas imaginer l'Iran être autre chose que ce qu'il est aujourd'hui. Sans l'Iran tel qu'il est, Zarif ou Rouhani n'ont aucun sens. Ces personnes n'ont aucun sens sans l'Iran, Pepe. Absolument. Ils le comprennent. Absolutely. They understand that. So, in the short run, Donc, à court terme, étant donné que Téhéran échange désormais certainement des renseignements très sensibles avec la Russie et la Chine dans le cadre de leurs relations stratégiques, diriez-vous que cette nouvelle unité nationale,
que nous observons actuellement en Iran signifie que la grande majorité de la population est unie autour de l'idée d'une attaque extérieure contre nous. Il y a évidemment davantage de cohésion sociale. Pensez-vous que ce sera désormais le principal facteur? Ou bien, en considérant que la vie quotidienne restera difficile et que le coût de la vie demeurera élevé, diriez-vous qu'il existe toujours la possibilité que ces manifestations réapparaissent et soient à nouveau instrumentalisées? Oui, il y a toujours. Vous savez, le principal problème ici, c'est que l'économie russe dépendait du dollar avant la guerre en Ukraine, à plus de 54%. Pendant la guerre, ils ont réduit leur dépendance au dollar américain à moins de 13%, si je ne me trompe pas. La dernière fois que Poutine a parlé, il a dit que c'était encore moins de 13%. Je pense que le gouvernement iranien Allez-y, je vous en prie. Je pense que le gouvernement iranien, Pepe, devrait réfléchir sérieusement à la dépendance de l'économie iranienne vis-à-vis du dollar. Ils doivent prendre ici des décisions majeures. Des décisions majeures. Parce qu'en Chine, presque tout passe par le yuan, y compris les ventes d'énergie. Mais avec la Russie, par exemple, d'après ce qu'on peut savoir de l'Iran, est-ce qu'ils effectuent encore certaines transactions avec la Russie en dollars américains pour certains contrats? Ou bien essaient-ils d'utiliser... Eh bien, les Russes ne peuvent évidemment pas avoir de rial, donc cela doit se faire en roubles. Ou peut-être même qu'ils utilisent le yuan pour, disons, quelques contrats entre l'Iran et la Russie. Ils pourraient aussi payer le yuan. Cela pourrait être le cas, car l'Iran est l'un des principaux exportateurs de pétrole vers la Chine. Donc, l'argent provenant de Chine, je ne sais pas quel est le rôle de Pepe ou de la Banque des BRICS. Sont-ils capables d'accepter le rial iranien ou d'autres devises? Ou bien sont-ils actuellement... Ils ne le sont pas. Non, c'est une très bonne question que tu soulèves, Nima, car elle met une fois de plus en évidence l'incapacité de la NDB, la Banque des BRICS, à faire quoi que ce soit avec l'un de ses principaux membres des BRICS. Pourquoi? Parce que les statuts de la NDB sont libellés en dollars américains. La plupart des prêts de la NDB sont en dollars américains, ce qui est complètement absurde. S'ils ne commencent pas à tout réorganiser depuis le début, elle restera, je dirais, une banque de développement périphérique, même comparée à la Banque mondiale. Cela ouvre une autre boîte de Pandore gigantesque, car il faudrait en réalité relancer la NDB à partir de zéro. Cela explique aussi pourquoi la NDB n'accorde pas de prêts à l'Iran, par exemple. En plus de cela, ils craignent d'être frappés par des sanctions secondaires. Les Américains diraient « Ah, vous avez votre banque à Shanghai qui accorde des prêts à l'Iran en dollars américains. Non, sanctions secondaires pour vous. » Cela ne peut tout simplement pas fonctionner. Exactement. Nous avions cela. 25% de Donald Trump et de son administration à propos de l'Iran. Et quiconque, vous savez, je ne sais pas si l'Inde ferait cela, mais vous connaissez le cas de l'Inde. La même chose, ils auront peur des sanctions secondaires. Cela renvoie donc une fois de plus à la question de savoir si les BRICS peuvent enfin se coordonner. C'est l'un des articles que j'ai écrit. Je crois que ma chronique de la semaine dernière portait précisément sur ce sujet. Tous les différents, je l'appelle le laboratoire des BRICS, les différents systèmes que les BRICS testent pour enfin commencer à contourner le dollar américain. BRICS Bridge, BRICS Pay, les pays utilisant le CIPS, le système chinois de paiement interbancaire et le système UNIT. Donc cette année, avant le sommet en Inde, à la fin de l'année, ils doivent au moins se mettre d'accord sur, disons, une feuille de route très précise de 2026 à 2027.
du genre « Trouvons le système que tout le monde autour de la table approuve et investissons dedans ». Find the system that everybody on the table approves and let's invest on it. Because as long as you cannot Parce que tant que vous ne pouvez pas échapper aux transactions en dollars américains ou au système financier international contrôlé par les Américains, vous ne pouvez même pas commencer à parler de multipolarité. Cela n'a absolument aucun sens. Et nous voyons le cas de l'Iran, plus de 6000 sanctions contre l'Iran depuis 4 décennies. Le seul moyen pour eux d'y échapper est de pouvoir effectuer leurs transactions en dehors du dollar américain, à l'abri des sanctions, et évidemment de réorienter l'ensemble de leur environnement commercial et économique vers l'Eurasie dans son ensemble, ce que bien sûr l'Iran fait, mais c'est très lent pour le moment. Et avec tous ces obstacles, par exemple, ils ne peuvent pas obtenir de prêts de la Banque des BRICS, même s'ils sont membres des BRICS. C'est complètement absurde. Totalement absurde. That's completely absurd. Completely absurd. Yeah. Pepe, what has happened in Pepe, que s'est-il passé lors de la session du Conseil de sécurité de l'ONU demandée par les États-Unis? Ils ont fait venir 2 Iraniens. Beaucoup de gens ici en Iran les connaissent, ainsi que leur type de rhétorique. Mike Walsh a invité ces 2 personnes à parler de la situation en Iran. Ensuite, nous avions les États-Unis et le Royaume-Uni d'un côté, et l'Iran, la Russie et la Chine ensemble de l'autre. L'Iran n'a pas envoyé son principal représentant à la session, il a envoyé le vice-représentant à la place. Alors, comment as-tu vu cela? Pourquoi? Les États-Unis... Oh, on dirait que nous avons perdu la connexion avec Pepe. Voyons voir, il va arriver. Voyons un peu. Here. Laisse-moi vérifier, il est là. It's here. Yeah, Oui, on t'a perdu pendant quelques secondes. It's crazy. I touch my screen to do something and C'est dingue. Je touche mon écran pour faire quelque chose et la connexion se coupe immédiatement. Complètement fou. Va comprendre. Je ne peux même pas toucher une des applis. J'allais ouvrir une liste de points à propos de ce que Steve Witkoff, tu sais, le Bismarck de l'immobilier, a dit sur les nouvelles exigences américaines envers l'Iran. Voyons si je peux m'en souvenir par cœur, Nima, sans regarder. Je les ai inclus dans ma dernière chronique. Il y a 4 principales exigences. Ils doivent arrêter d'enrichir l'uranium, ils doivent arrêter leur programme de missiles, ils doivent cesser d'aider l'axe de la résistance. Ce qui, dans la formulation officielle de Witkoff, est exprimé comme « vous devez cesser de soutenir des mandataires », entre guillemets. Évidemment, nous avons parlé de l'enrichissement iranien. L'Iran n'acceptera rien de tout cela. D'abord, parce que ce sont les mêmes dictats que nous entendions déjà avant les négociations du JCPOA, il y a presque 11 ans à Vienne. Donc, ils en reviennent encore là, surtout avec l'exigence de mettre fin au programme de missiles. Alors, que proposent maintenant les Américains sous Trump? Écoutez, vous devez faire tout cela. Si vous accomplissez ces 4 choses, peut-être que nous lèverons les sanctions. Mais lorsqu'ils disent qu'ils lèveront les sanctions, l'administration Trump ne peut en réalité pas le faire, car ces sanctions doivent passer par le Congrès, le Sénat et la Chambre, où il est évident que les deux sont complètement contrôlés par l'axe sioniste. Because the Senate and Congress are completely controlled by the Zionist axis, they will never approve lifting sanctions against Iran. Ils n'approuveront jamais la levée des sanctions contre l'Iran. Et la deuxième partie ressemble à une bande dessinée, Nima. Les Américains disent que l'Iran pourra revenir dans la communauté internationale, comme si l'Iran en était exclu. C'est totalement stupide. L'Iran est membre des BRICS, membre de l'Organisation de coopération de Shanghai, membre de l'Union économique eurasiatique. L'Iran fait évidemment partie de l'ONU et participe à certaines des réunions les plus importantes qui s'y tiennent.
Donc oui, l'Iran fait partie de la communauté internationale. Une fois de plus, nous avons, je dirais, un tsunami d'absurdité venant des Américains qui font semblant d'offrir quelque chose à l'Iran alors qu'ils prétendent que l'Iran refuse un chemin vers la paix. C'est la même connerie, non? Voilà. Comment veux-tu argumenter contre ça? Donc c'est très très important, avant que cela ne se perde dans la traduction, que l'Iran explique dans différents forums à travers le monde en anglais. Ainsi, ce sera cité en anglais, pas en farsi, car sinon ça se perdra dans la traduction. En anglais, à l'ONU, au BRICS, à l'OCS, partout. Regardez, voici ce que les Américains nous proposent. Jugez par vous-même. Quel pays souverain et digne de ce nom accepterait de se plier à ces dictats? Évidemment, aucun. Voilà donc ce qu'il faut faire maintenant. Démasquer la stupidité de l'Empire devant la soi-disant communauté internationale. Yeah. Pepe, l'attitude de l'Allemagne était, tu sais, encore une fois, assez incroyable. Was somehow again amazing. Encore. What is again exactly? Qu'est-ce que c'est exactement? Parce que pendant la guerre de 12 jours, ils ont dit que c'était un jeu sale. Et encore une fois, ce chancelier allemand a déclaré que le gouvernement iranien n'était pas légitime et devait être renversé. Qui êtes-vous pour parler ainsi? Who are you to talk this way? Who is Germany? Qui est I l'Allemagne? don't know. Je ne sais pas. Que se passe-t-il dans la tête de ces Européens? Nous le savons bien, Nima, ces soi-disant spécimens, ces spécimens infra-humanisés, se faisant passer pour des dirigeants politiques, avec une médiocrité qui atteint la voie lactée, comme le chancelier BlackRock en Allemagne. C'est la seule chose qu'ils peuvent dire, car ils sont sous l'emprise et le contrôle, bien sûr, de l'axe atlantiste sioniste. Droit au but. Ils ne peuvent rien faire d'autre, et on ne leur permettra rien d'autre, parce qu'ils sont sous contrôle, sous influence, payés, achetés et payés de nouveau, sous pression, tout ce que tu veux. C'est donc totalement prévisible. Et bien sûr, tu devrais voir, Nima, la couverture médiatique dans les grands médias européens, en France, au Royaume-Uni, en Allemagne, surtout dans les principales nations, et dans une moindre mesure en Italie. Dans les grands journaux italiens, tout le monde prie ouvertement, en fait, pour un changement de régime. On voit les couvertures des hebdomadaires d'actualité à travers l'Europe, en Allemagne, en France, au Royaume-Uni. Partout, c'est la même chose. Le peuple contre les mollahs, ce genre de discours, vous voyez. Il est donc évidemment impossible pour le citoyen européen moyen, pas très bien informé, ces gens qui tirent essentiellement leurs informations des médias traditionnels à la télévision et dans les grands journaux, d'avoir un véritable débat sur ce qui s'est réellement passé en Iran. Il n'y a absolument aucune chance. Et même en ligne, si l'on regarde la quantité de fausses informations toxiques sur X à propos de ce qui s'est passé en Iran, une grande partie provient de personnes ayant des millions d'abonnés, probablement pour la plupart achetés. Oubliez même la possibilité d'un débat pour replacer les manifestations dans leur contexte, pour discuter des chiffres falsifiés des soi-disant victimes, pour discuter des raisons pour lesquelles il y a eu des protestations économiques au départ, pour discuter des effets des sanctions sur un pays depuis plus de 40 ans. Oubliez ça. Vous ne le voyez pas. Vous ne le voyez tout simplement pas. Tout ce que vous voyez, c'est le peuple iranien s'est soulevé. Il combattait ces mollahs diaboliques. Et les mollahs diaboliques ont tué des milliers de personnes. Aucun contexte. Des chiffres falsifiés, comme nous le savons tous. Et nous savons tous d'où viennent ces chiffres falsifiés. Maintenant, un organisme new-yorkais, soutenu par le NED, influencé par la CIA. Nous le savons tous. Évidemment, cela n'est pas diffusé dans les grands médias occidentaux dans leur ensemble. Alors, comment pouvez-vous espérer avoir un débat civilisé sur l'Iran
la vie en Iran, les effets des sanctions, et ainsi de suite. C'est impossible. Iran, life in Iran, effects of sanctions, etc. It's impossible. Yeah. Pepe, before wrapping up, Oui, Pepe, avant de conclure, comment vois-tu la situation autour du Groenland et son importance pour l'Europe? Font-ils semblant que le Groenland compte pour eux tous? Are they pretending that Greenland is important for all of them? Non. Are they incapable? Sont-ils incapables de réagir correctement face aux États-Unis ou de les affronter? Comment voyez-vous cela? Well, How do you find it? in the US, Nima, the talk of the Aux États-Unis, town in Nima, town, le sujet du moment, dans n'importe quelle ville, y compris les villes numériques, c'est le Groenland. Ici, en Europe, on a dépassé toutes les limites de ce que l'Union européenne peut avoir de pathétique. Probablement le meilleur mème en Europe ces derniers jours est celui-ci. Un jour, les Allemands envoient 3 ou 4 conducteurs de traîneaux à chiens au Groenland. Le lendemain, Trump impose des sanctions et des tarifs douaniers à l'Allemagne et à d'autres pays européens. Et le surlendemain, ces Allemands rentrent chez eux, les conducteurs de traîneaux à chiens. Les chiffres sont dérisoires. Certains en envoient 5, d'autres 10. En fait, il y en a peut-être une trentaine, ce qui ne représente même pas une classe de combattants européens pour protéger le Groenland. Il existe donc désormais en Europe différentes narrations sur le rôle spécifique et pathétique qu'il joue partout au Groenland, surtout si l'on compare cela à ce qui se passait avec l'Iran. Même les grands médias traditionnels commencent à poser, je dirais, des questions très enfantines du genre. Regardez, nous nous attendions à ce que les Russes attaquent l'Europe, mais au final, ce sont les Américains qui nous ont attaqués. Cela commence enfin à faire son chemin, vous savez, dans leurs esprits, qu'ils sont et continueront d'être attaqués par leur allié numéro 1, leur protecteur, la voix de leur maître. Appelez-le comme vous voulez. Et en même temps, ils essayent de détourner le sujet en parlant de l'accord UE-Mercosur. Ah, c'est une victoire énorme pour l'Europe. Nous allons intégrer le plus grand accord commercial de l'histoire. Nous allons nous intégrer à l'Amérique du Sud. Nous allons exporter beaucoup de choses vers l'Amérique du Sud. Donc, l'Europe va se développer à nouveau. Des foutaises. Tout le monde sait que c'est des foutaises. Parce qu'en réalité, c'est un accord pour d'énormes, gigantesques, massifs lobbyistes bruxellois représentant d'immenses conglomérats européens qui prévoient de tirer profit de l'Amérique du Sud pour leurs propres bénéfices, surtout l'Allemagne. Et ce n'est pas un hasard si la personne qui a conclu l'accord pour l'Union européenne, la méduse toxique, est allemande, parce qu'il s'agit essentiellement d'un accord Allemagne-Mercosur. Ici en France, tout le monde est littéralement contre. Tout le monde. Tout le monde. 2 ou 3 exceptions. En Italie, c'est la même chose. Et en Italie, ils accusent Meloni parce qu'elle a cédé à la dernière minute. Et le secteur agricole en Italie, presque partout, ils accusent Meloni. J'ai dit, elle a tout gâché en somme. Vous savez, la pression de certains intérêts industriels italiens très puissants était trop forte et elle a fini par céder. Alors ils ont changé de sujet, parlant de l'accord UE-Mercosur. Mais quand on revient à la situation, on ne peut pas échapper au Groenland. Comment vont-ils concilier le fait que le propriétaire de l'OTAN, la voix de son maître, la puissance qui a forcé l'Europe à renoncer à l'énergie russe bon marché, à se désindustrialiser et à provoquer de graves problèmes pour la plupart des citoyens européens, détourne des fonds qui pourraient aller à la santé, à l'éducation, aux infrastructures, et ainsi de suite, pour acheter des armes américaines à envoyer en Ukraine. Comment peux-tu supplier la voix de son maître? S'il vous plaît, n'envahissez pas le Groenland, ne nous prenez pas le Groenland. Donc tu sais, c'est très difficile, Nima, de trouver
je dirais, ne serait-ce qu'un éditorial ici ou là, ou un journaliste qui n'est pas été complètement acheté, disant en gros, écoutez, si cela arrive, c'est la fin de l'OTAN et la fin de l'UE en même temps. Et ils ne peuvent rien y faire, parce qu'ils se sont mis eux-mêmes dans cette position. Ils ont, dès le départ, adhéré à l'idée d'une guerre éternelle contre la Russie, pensant qu'ils allaient la gagner, et ils n'ont jamais envisagé de plan B. Ils ont cru qu'ils pouvaient compter sur les Américains comme partenaires fiables, leur vendant des armes pour leur guerre sans fin contre la Russie. Ils ont été complètement trompés en pensant « Vous devez abandonner l'énergie russe bon marché et acheter de l'énergie chez nous, les Américains, parce que nous vous protégeons et que la Russie veut vous envahir. » Ils ont cru à cette fiction et maintenant ils sont dans un désespoir total car les chiffres sont déjà en train d'être compilés. Bientôt, l'Europe achètera plus de 50% de son énergie, une énergie hors de prix, aux Américains et elle ne pourra jamais s'en débarrasser. Jamais. Jamais. Alors vous savez, quand on regarde l'accumulation des erreurs stupides de la direction de l'Union européenne, de la Commission européenne, du Parlement européen et de toutes les grandes capitales d'Europe, pas étonnant qu'ils en soient là aujourd'hui. Et si Trump leur dit, en gros, il leur dit, écoutez, taisez-vous, je vais obtenir le Groenland parce que c'est une question de sécurité nationale américaine. Vous n'avez rien à dire là-dessus. Et si vous vous plaignez, j'imposerai encore plus de droits de douane. Alors, fermez-la. C'est ce qu'ils entendent de la voix de leur maître. Et ils ne peuvent rien y faire. C'est vraiment une bande de chihuahuas, Nima. C'est au-delà du pathétique. Et il n'y a pas de plan B. Que vont-ils faire? Taxer les bases militaires américaines à travers l'Europe? Fermer ces bases? Bien sûr que non. Ils n'ont pas le courage de le faire. La situation dépasse tout entendement. Même Kafka n'aurait pas pu imaginer un scénario pareil. Tout remonte à ce lent suicide politique et économique orchestré par les soi-disant élites européennes. C'est sidérant. Aucun d'entre nous n'a jamais rien vu de tel de son vivant, et nos prédécesseurs non plus. Certes, ils ont connu la période entre la Première et la Seconde Guerre mondiale, qui était déjà complètement folle en soi. Mais ici, en termes de scénario totalement absurde, on s'en rapproche de plus en plus, sans aucune issue pour l'Europe. C'est ça le pire. Ils n'ont tout simplement aucun moyen de sortir du piège qu'ils se sont eux-mêmes tendus. Merci beaucoup, Pépin. Un grand plaisir, comme toujours. Énorme plaisir. Attention, attention à l'Iran. Nous nous attendons tous à ce qu'il ne se passe rien dans les prochains jours ou semaines. Mais bien sûr, vous savez tous qu'en Iran, l'empire du chaos, du pillage et des grèves permanentes sera de retour. Merci à tous d'être avec nous aujourd'hui. Pépin, merci encore. Merci beaucoup, Nima. Et merci à vous tous, notre public. Merci. Obrigado. Ciao, ciao. Salut.